Le salon de l'appartement de Poirot, élégant et méticuleusement ordonné, était baigné par une lumière dorée d'un soleil d'après-midi paresseux. Chaque meuble était placé avec une précision exquise, comme s'il obéissait à une règle d'harmonie invisible. Seul un léger cliquetis d'horloge troublait la paix soigneusement cultivée. Assis dans son fauteuil favori, Hercule Poirot examinait une lettre au papier d'un blanc immaculé. Ses sourcils se haussèrent d'1 millimètre, tandis qu'il lisait l'invitation calligraphiée d'une certaine Madame Lefebvre, propriétaire d'un domaine à la campagne. Son instinct lui murmurait que cette demande n'était pas anodine. « Hastings, mon ami, » dit-il en posant la lettre sur la table de marbre. « Il semblerait que nos petites cellules grises soient à nouveau requises pour résoudre un mystère d'une certaine subtilité. » Le capitaine Hastings, assis en face de lui, leva un sourcil intrigué. « Une enquête, Poirot ? Nous n'avons pourtant reçu aucun télégramme de Scotland Yard. »« Non, non, Hastings, » répondit Poirot avec une légère inclination de la tête. « Il s'agit d'une affaire privée, et cela me plaît. Une énigme raffinée est toujours préférable à une affaire sanglante et vulgaire. » Le détective belge ajusta méticuleusement la position de ses manchettes, puis se leva d'un bond gracieux. « Nous partons demain matin, » fit-il avec une satisfaction tranquille. « Le train de 9 heures nous conduira jusqu'à la gare de Saint-Malo, où nous attendra une voiture. » La soirée se poursuivit dans une quiétude ponctuée des préparatifs de voyage. Poirot, comme toujours, vérifia minutieusement sa valise, s'assurant que chaque objet était impeccablement à sa place. Avant de se retirer pour la nuit, il contempla un instant son reflet dans le miroir. Ses yeux brillèrent d'une lueur amusée. « Une affaire délicieuse s'annonce, » murmura-t-il. « Les petites cellules grises se réjouissent déjà. » Le lendemain matin, la brume enveloppait la ville, rendant la traversée vers la gare mystérieuse et silencieuse. Poirot, impeccablement vêtu, tapotait distraitement le manche de sa canne contre le sol pavé. « Hastings, » murmura-t-il en montant dans le wagon de première classe, « n'oublions jamais que derrière chaque sourire peut se cacher une énigme. » Le voyage en train fut paisible. À travers la vitre, le paysage rural défilait, révélant des champs parsemés de coquelicots et de longues rangées de peupliers. Poirot passa le trajet à relire la lettre de Madame Lefebvre, fronçant parfois les sourcils à certains passages ambigus. Arrivé à Saint-Malo, une automobile noire à la carrosserie brillante les attendait. Un chauffeur silencieux, vêtu d'un uniforme impeccable, les salua d'un léger mouvement de tête avant de charger leurs bagages. Le manoir Lefebvre se dressait à l'écart du village, majestueux mais légèrement décrépit. Ses pierres blondes semblaient absorber la lumière du jour, rendant l'ensemble presque spectral. À leur arrivée, une femme d'un âge indéfinissable, vêtue de gris, les accueillit avec une révérence discrète. « Messieurs, Madame Lefebvre vous attend dans le grand salon. » Le grand salon respirait un luxe ancien. Tapisseries fanées, portraits de familles sévères et lustres poussiéreux composaient une atmosphère figée dans le temps. Madame Lefebvre, assise droite dans un fauteuil à haut dossier, observait Poirot d'un regard pénétrant. « Monsieur, Poirot, je suis honoré que vous ayez accepté mon invitation. Ici, dans ce vieux manoir, des choses se produisent. Des choses que la raison ne saurait expliquer. » Poirot inclina respectueusement la tête. « Madame, rien n'échappe aux petites cellules grises. Je vous écoute. » Avec un soupir, elle déroula son récit. Des objets déplacés sans explication. Des ombres furtives. Des murmures la nuit. Rien de concret. Mais une tension sourde régnait dans la demeure. Hastings, sceptique, échangea un regard rapide avec Poirot. Ce dernier, imperturbable, sortit un petit carnet de sa poche intérieure. « Très bien, madame. Nous allons procéder avec méthode et précision. » À cet instant, un bruit sourd retentit à l'étage supérieur, faisant sursauter tout le monde. Poirot, levant une main apaisante,
déclara calmement Hastings, il est temps d'examiner les lieux avec une rigueur scientifique. Ils commencèrent leur enquête alors que le jour déclinait, plongeant le manoir dans une pénombre inquiétante. La nuit était tombée sur le manoir Lefebvre, apportant avec elle une fraîcheur qui s'infiltrait, jusque dans les lourdes tentures. Chaque pas résonnait dans les couloirs déserts, amplifiant l'impression d'un lieu suspendu hors du temps. Poirot, une bougie à la main, avançait d'un pas mesuré, son regard passant méticuleusement sur les détails des tapisseries et des moulures. « Mon cher Hastings, dit-il d'une voix contenue, le moindre indice peut se cacher dans l'ombre. » Hastings, malgré sa bravoure naturelle, ne put s'empêcher de frissonner lorsque le bois grinça sous leurs pas. « Ce manoir me donne la chair de poule, Poirot. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'une simple supercherie ?» Le détective haussa les épaules avec une élégance nonchalante. « Hastings, il n'est jamais sage de tirer des conclusions avant l'observation complète. C'est un défaut impardonnable que je m'efforce d'éviter. » Ils arrivèrent devant une porte massive, ornée de ferronneries travaillées. Poirot s'agenouilla avec soin, observant la serrure. « Curieux, murmura-t-il. Cette serrure présente des marques récentes. Quelqu'un a tenté d'y pénétrer récemment et sans grande habileté. » Le détective tira de sa poche une fine loupe d'argent et inspecta les lieux avec minutie. Chaque détail était noté, chaque fibre analysée, avec une attention presque obsessionnelle. Un bruit furtif derrière eux les fit se retourner d'un mouvement brusque. Une ombre s'était glissée au détour du couloir. Hastings fit un pas en avant, mais Poirot, d'un geste calme, l'arrêta. « Pas d'imprudence, mon ami. L'observation d'abord, toujours. » Suivant la silhouette discrète, ils atteignirent une bibliothèque dont les lourdes portes étaient entr'ouvertes. À l'intérieur, une faible lueur tremblotait. Un homme mince, vêtu d'une veste élimée, fouillait nerveusement les étagères. Pris sur le fait, il se retourna brusquement en entendant les pas. « Qui êtes-vous, monsieur ?» demanda Poirot, sa voix ferme mais polie, presque douce. L'homme bafouilla, cherchant ses mots. « Je suis Étienne, le secrétaire de Madame Lefebvre. Je cherchais un livre ancien qu'elle m'avait demandé. » Poirot le fixa intensément, les bras croisés. « Vraiment, monsieur ?» La nervosité trahit souvent les intentions cachées. Le secrétaire, visiblement troublé, remit précipitamment un ouvrage à sa place avant de s'éclipser. Poirot observa la scène sans un mot, les sourcils légèrement froncés. « Hastings, il y a ici plus de mystère que ce que l'on veut bien admettre, » conclut-il, la voix grave. Ils quittèrent la bibliothèque, leurs esprits en éveil, conscients que cette nuit ne livrerait pas encore tous ses secrets. Le matin suivant, un voile de brume enveloppait toujours le domaine. Le manoir paraissait flotter dans un autre monde, figé dans une atmosphère irréelle. Dans la salle à manger, les lourds rideaux étaient à demi tirés, laissant filtrer une lumière diffuse et froide. Poirot, assis avec distinction à la table du petit déjeuner, observait en silence les habitants du manoir. Chaque geste, chaque regard était minutieusement noté par son œil exercé. Madame Lefebvre, vêtue d'un châle d'angora blanc, sirotait son thé avec une lenteur calculée. Non loin d'elle, Étienne le secrétaire semblait absorbé par son assiette, évitant soigneusement le regard du détective. « Madame » dit Poirot en rompant le silence d'une voix douce mais autoritaire. « Pourriez-vous me dire qui, hormis vous, possède les clés des pièces principales du manoir ?» La vieille dame leva des yeux fatigués vers lui. « Seulement moi et Étienne. Oh, et peut-être la gouvernante, mademoiselle Lucille Hastings, qui tartinait maladroitement une tranche de pain, jeta un regard perplexe à Poirot, mais celui-ci demeura impassible, le dos bien droit, ses mains croisées devant lui. Après le repas,
Poirot proposa de visiter les jardins du manoir. Madame Lefebvre accepta avec empressement, heureuse de quitter pour un temps l'atmosphère pesante de la maison. Le jardin était à l'abandon. Les haies jadis impeccables s'étaient épaissies de façon sauvage, et les parterres de fleurs avaient laissé place. « Voyez-vous, Hastings ?» chuchota Poirot alors qu'il longeait un sentier envahi. Dans tout désordre apparent se cache souvent une logique cachée. Ils atteignirent une petite serre adossée au mur d'enceinte. La porte, bancale, oscillait sous la brise. Poirot s'approcha prudemment et inspecta les lieux. À l'intérieur, parmi des pots brisés et des outils rouillés, un foulard de soie taché fut découvert, dissimulé derrière un vieux tonneau. Poirot le ramassa du bout des doigts, l'examinant sous la lumière incertaine. « Mon cher ami, voici un élément qui n'a rien à faire dans un jardin abandonné. » Ils regagnèrent le manoir, le foulard soigneusement emballé dans un mouchoir immaculé appartenant à Poirot. Madame Lefebvre, à la vue de l'objet, pâlit, légèrement mais se reprit aussitôt. Ce foulard, il appartenait à ma nièce Claire. Elle a quitté la maison il y a 6 mois, précipitamment. Ah, fit Poirot avec un sourire à peine perceptible. La précipitation est rarement synonyme de tranquillité d'esprit. Pendant que Poirot interrogeait la vieille dame avec douceur mais fermeté, Hastings remarqua un jeune jardinier qui les observait à distance, l'air anxieux. Hastings, souffla Poirot en refermant son carnet. Il est temps de parler aux âmes modestes. Elles détiennent souvent la vérité que les grands personnages souhaitent dissimuler. Le mystère, à chaque pas, s'épaississait autour du manoir Lefebvre comme la brume matinale. Et Poirot, méthodique, resserrait peu à peu son filet. Le soleil peinait à dissiper les lourds nuages qui étouffaient le ciel, projetant une lumière blafarde sur la campagne endormie. Le manoir Lefebvre semblait encore plus isolé, comme hors du monde. Poirot, après un petit déjeuner sommaire, se prépara pour une nouvelle journée d'investigation. Il épousseta avec soin ses manchettes et ajusta son nœud de cravate avec une précision quasi mathématique. « Hastings, déclara-t-il en enfilant son manteau, nous devons aujourd'hui écouter. Car dans le silence les vérités murmurent à qui veut bien entendre. » Ils se rendirent d'abord aux cuisines, un vaste antre obscur où mademoiselle Lucille, la gouvernante, régnait en maîtresse incontestée. La femme, grande et sèche, polissait une casserole d'un air absorbé. Poirot la salua avec une politesse exquise. « Mademoiselle, puis-je abuser un instant de votre temps précieux ?» Surprise, la gouvernante hocha la tête. Poirot aborda l'entretien avec tact, l'interrogeant sur la nuit du bruit mystérieux au premier étage. Lucille affirma d'un ton sec n'avoir rien vu ni entendu d'inhabituel. Pourtant, Poirot, attentif aux détails, nota le léger tremblement de ses mains et la raideur de son maintien. En sortant de la cuisine, Hastings ne put s'empêcher de souffler. « Cette femme ment, Poirot, c'est évident. » « Non, mon ami, elle dissimule ce qui est fort différent, et il faudra toute notre finesse pour découvrir ce qu'elle cache. » Ils poursuivirent leur enquête dans les quartiers du personnel. Dans une petite chambre sous les Python's comble, ils trouvèrent le jeune jardinier Étienne accroupi près d'une malle entr'ouverte. À la vue de Poirot, le jeune homme se releva précipitamment, l'air embarrassé. « Que faisiez-vous donc ici ?» demanda Poirot d'une voix doucereuse. « Je cherchais une couverture, monsieur, » répondit Étienne en évitant son regard. Poirot fit lentement le tour de la pièce, ses yeux gris scrutant chaque recoin. Sur une étagère, il aperçut un petit carnet usé dont la tranche semblait avoir été récemment consultée. Sans y toucher, Poirot le désigna du doigt. « Ce carnet est-il à vous, jeune homme ?» Rougissant, Étienne acquiesça. Poirot lui adressa un sourire qui, sans être menaçant, n'inspirait guère à la désobéissance. « Vous me le remettrez après le dîner ?»
Ce n'est point une demande, jeune homme, c'est une nécessité. » Alors qu'il s'éloignait, Hastings s'interrogea tout haut. « Croyez-vous qu'il s'agisse d'une affaire d'espionnage, Poirot ?» Poirot leva un doigt solennel. « Mon ami, souvenez-vous, l'amour, la cupidité et la peur sont les moteurs secrets de toutes les actions humaines. Nous devons encore découvrir lequel anime cette scène. » Dans l'après-midi, la brume s'épaissit de nouveau, rendant les contours du manoir flous et irréels. Des pas feutrés résonnaient parfois, sans que l'on puisse en distinguer l'origine. Au détour d'un couloir obscur, Poirot s'arrêta net. « Hastings, dit-il en chuchotant, les petites cellules grises travaillent, et elles perçoivent qu'une révélation approche. » La nuit était tombée, et le manoir semblait plongé dans un sommeil lourd, oppressant. Pourtant, dans le bureau de Madame Lefebvre, une lumière tremblotante perçait les ténèbres. Poirot, assis dans un large fauteuil de velours, examinait méthodiquement les documents qu'on lui avait confiés. Hastings, debout à ses côtés, observait les moindres mouvements de son ami avec admiration. « Voyez-vous, Hastings, » dit Poirot en tournant lentement une page, « un secret ne vit jamais seul. Il s'entoure toujours d'ombres qui finissent par le trahir. » Il s'interrompit, fixant longuement un courrier jauni dont l'entête trahissait une correspondance ancienne. D'un geste précis, il dégagea une enveloppe froissée portant les initiales CL. Poirot fronça les sourcils. « Claire Lefebvre, » murmura-t-il. La nièce disparut. Dans l'enveloppe, une simple note griffonnée. « Ils savent, je dois fuir. » Rien de plus. Hastings s'approcha, stupéfait. « Qui sont ils, Poirot ? » « Patience, mon ami. Les réponses viendront, à qui c'est attendre. » Le lendemain matin, Poirot demanda à parler de nouveau à Étienne, le jeune jardinier. Ce dernier arriva, le visage fermé, triturant nerveusement sa casquette entre ses mains. « Jeune homme, » dit Poirot avec douceur, mais sans laisser de place à l'échappatoire. « Vous savez plus que vous ne dites ?» Après un silence pesant, Étienne éclata. « Je n'ai rien fait de mal. Mais Claire, elle m'avait demandé de lui apporter des messages. Elle parlait d'une menace. Quelqu'un voulait la contraindre à quelque chose qu'elle refusait. » Poirot tapota son menton, pensif. « Et savez-vous qui exerçait cette pression, jeune Étienne ?» L'adolescent baissa les yeux honteux. « Je crois que c'était Madame Lucille. Je les ai vus se disputer un soir près de la serre. » Cette information fit l'effet d'une détonation silencieuse. Poirot se leva, son regard brillant d'une intelligence redoutable. « Hastings, nous approchons du cœur du mystère. Les acteurs de ce drame sont en place. Il ne reste plus qu'à lever le rideau. » Dans la bibliothèque, Poirot convoqua tous les principaux protagonistes du manoir. Madame Lefebvre, raide et pâle. Mademoiselle Lucille, impassible. Étienne, tremblant. Et plusieurs domestiques, silencieux et curieux. Poirot prit son temps. Il fit lentement le tour de la pièce, ses mains croisées dans le dos, ses moustaches impeccables frémissant à peine. « Mes amis, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « je vous ai réunis ici, car le temps du silence est révolu. Il est temps que la vérité éclate, avec ordre et méthode comme il se doit. » Tous retinrent leur souffle. Les petites cellules grises du grand détective s'étaient mises en mouvement, et bientôt, nul ne pourrait plus échapper à la lumière de ses déductions. La bibliothèque, vaste et majestueuse, était baignée d'une lumière dorée par les lourdes lampes anciennes. Le parquet ciré reflétait les silhouettes tendues des personnes réunies. Hercule Poirot, impeccable dans son costume gris perle, se plaça au centre de la pièce, ses mains jointes derrière le dos, son regard acéré balayant chacun des visages. « Je vous prie, commença-t-il d'une voix douce mais impérieuse, de ne point interrompre mes paroles,
car chaque mot prononcé ici ce soir pèse plus lourd que vous ne sauriez l'imaginer. Madame Lefebvre, crispée dans son fauteuil, se raidit davantage, tandis que mademoiselle Lucile croisa ses bras d'un air de défi. Poirot fit quelques pas, lents. Il y a quelques mois, Claire Lefebvre a disparu, officiellement partie pour un voyage imprévu. Mais la vérité est tout autre, n'est-ce pas? Un murmure parcourut l'assistance. Poirot poursuivit, imperturbable. Claire ne s'est pas enfuie sans raison. Elle était victime d'un chantage lié à l'héritage du domaine. Il s'arrêta devant Lucile, la fixant d'un œil froid. Vous, mademoiselle, vous saviez. Et vous avez cherché à la contraindre? Lucile blêmit mais resta silencieuse. Poirot esquissa un sourire presque imperceptible. Un foulard retrouvé dans la serre, des disputes nocturnes, des lettres de menaces. Tous ces éléments mènent à vous. Madame Lefebvre, tremblante, se redressa péniblement. Mais pourquoi Lucile ferait-elle cela? Poirot se tourna vers elle, ses moustaches frémissant légèrement. Parce que Madame Claire, en tant qu'héritière directe, représentait un obstacle, et certains souhaitaient que cet obstacle disparaisse. Lucile éclata enfin. Non, ce n'était pas pour l'argent. Je voulais la protéger. Claire avait découvert des choses sur le domaine. Sur vous. Un silence glacé tomba sur la salle. Poirot pencha légèrement la tête. Continuez, je vous prie, dit-il poliment. Lucile, haletante, reprit. Madame Lefebvre, elle a contracté des dettes énormes. Claire avait découvert que le domaine devait être vendu en secret. Elle menaçait de tout révéler. Madame Lefebvre couvrit son visage de ses mains. Poirot croisa les bras. Ainsi donc, la vérité commence à poindre. Mais mes amis, ne nous y trompons pas. L'histoire est plus complexe encore. Il laissa sa phrase en suspens, comme pour mieux planter la graine du doute dans l'esprit de chacun. Hastings, dit-il en se tournant vers son fidèle compagnon, il est temps de revisiter la scène de la disparition. Car ce qui a été omis volontairement doit maintenant être mis en lumière. Et tandis que tous restaient figés dans l'expectative, Poirot, calme, méthodique, s'apprêtait à révéler ce que ces petites cellules grises avaient si patiemment élucidé. Le vent soufflait en rafales contre les vitres anciennes, faisant gémir la charpente du manoir. La nuit semblait conspirer avec les secrets enfouis dans ses murs. Poirot, la canne à la main, arpenta lentement le couloir du premier étage. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée, et ses pas, bien que discrets, résonnaient dans le silence épais. « Hastings, murmura-t-il, il est temps de vérifier une hypothèse née des murmures du passé. Venez, je vous prie. » Ils s'arrêtèrent, devant la chambre que Claire occupait autrefois. La porte grinça légèrement sous la pression de Poirot. L'air, chargé de poussière et de souvenirs, les enveloppa aussitôt. Poirot fit le tour de la pièce, effleurant les meubles du bout des Doits. Regardez bien, mon ami, ce lieu n'est pas ordinaire. Il recèle un secret. Hastings, peu habitué à de telles subtilités, fronça les sourcils, examinant les murs, les rideaux, les tapis, sans rien remarquer. Poirot, quant à lui, s'agenouilla près du lit. Il tapota doucement le plancher, méthodique jusqu'à entendre un son creux sous ses doigts. « Ah, voilà !» s'exclama-t-il doucement. Avec précaution, il souleva une planche disjointe. Un petit coffret de bois y était dissimulé, soigneusement enveloppé dans une étoffe brodée. Poirot l'examina sans précipitation, puis l'ouvrit d'un geste précis. À l'intérieur, une liasse de lettres et un pendentif en argent terni. Hastings, fasciné, s'approcha.
Que signifient ces objets, Poirot? Regardez avec soin, mon ami. Ces lettres portent toutes la même signature. Charles Duvivier. Hastings plissa les yeux. Le fiancé secret de Claire? Poirot acquiesça d'un hochement de tête grave. Oui, Hastings. Elle projetait de fuir avec lui. Elle n'était pas seulement en conflit avec sa famille. Elle cherchait à se libérer d'une existence imposée. Il lut rapidement quelques extraits des lettres, son visage demeurant impassible. Des révélations, des aveux, et surtout, des menaces voilées à l'encontre de quiconque s'opposerait à leur union. En refermant délicatement le coffret, Poirot ajouta « Nous devons maintenant retrouver Charles Duvivier, car il détient sans doute la clé finale de ce mystère. » Ils redescendirent lentement vers la bibliothèque. Chaque marche semblait alourdie du poids des découvertes. Avant d'entrer, Poirot s'arrêta un instant, son regard grave fixé sur Hastings. « Mon ami, préparez-vous, car ce que nous allons apprendre risque d'ébranler bien plus que de simples convenances. » Et poussant la porte du salon, Hercule Poirot, les petites cellules grises en alerte maximale, s'apprêta à convoquer les ombres du passé pour les confronter à la lumière de la vérité. Dans la bibliothèque où la tension était presque palpable, Poirot déposa le coffret trouvé dans la chambre de Claire, sur la table massive de chêne. Tous les regards convergèrent vers l'objet, comme attirés par un aimant invisible. Madame Lefebvre, blême, porta la main à sa gorge, tandis que Lucile fronçait les sourcils avec inquiétude. Poirot, imperturbable, prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Mes amis, voici la preuve de ce que beaucoup soupçonnaient, sans oser l'admettre. Claire Lefebvre n'avait pas disparu par simple caprice. » Il sortit délicatement une des lettres du coffret, la tenant entre deux doigts gantés. Cette correspondance échangée entre mademoiselle Claire et un certain Charles Duvivier révèle un projet de fuite et la crainte d'un danger imminent. Étienne, le jeune jardinier, blêmit. « Je ne savais pas. » Poirot leva une main pour imposer le silence. Le plus surprenant cependant n'est pas tant l'existence de cette liaison clandestine que ce qu'elle dévoile de l'atmosphère de ce manoir. Il fit quelques pas, mesurant ses mots. Le domaine n'était pas seulement un lieu de tradition et de convenance, mais un piège où s'entremêlaient dettes, secrets honteux et ambitions inavouées. Hastings, toujours en retrait, observait avec fascination la manière dont Poirot tissait patiemment sa toile. Claire, continua Poirot, représentait un danger pour ceux qui, par cupidité ou par peur du scandale, avaient tout intérêt à la faire taire. Il se tourna brusquement vers Madame Lefebvre. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous connaissiez la nature exacte de ces découvertes. » Madame Lefebvre secoua lentement la tête, puis, d'une voix brisée, murmura « Je l'aimais comme ma propre fille. Mais je ne pouvais permettre qu'elle détruise tout ce que nos ancêtres avaient bâti. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Poirot, implacable, poursuivit. « Pourtant, madame, vous n'êtes pas seule en cause, car il y a ici, parmi nous, une personne dont le rôle fut bien plus actif et bien plus sombre. » Lucile recula d'un pas, son visage livide. Poirot s'avança, le doigt pointé non vers elle, mais vers un autre invité, jusque-là resté dans l'ombre. « Monsieur, Armand, l'intendant du domaine. »« Oui, messieurs, mesdames. » Car c'est monsieur Armand qui, manipulant les uns et les autres, a poussé Claire dans un piège dont elle n'a pu s'échapper. Un frisson d'horreur saisit la pièce entière. Poirot, les petites cellules grises vibrant d'une activité intense, savait que le temps des révélations venait de commencer. Mais il sentait aussi que, derrière cette première vérité dévoilée, se cachait une toile encore plus vaste et plus dangereuse. Les ombres s'allongeaient, projetées par les bougies vacillantes, tandis que Poirot observait Armand d'un air sévère. L'intendant, d'habitude si discret et si calme,
semblait désormais une proie prise dans les filets serrés du détective. Sa posture était tendue, son regard fuyant. « Monsieur Armand, » dit Poirot en s'avançant lentement, « vous avez joué un rôle clé dans cette histoire. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir précipité la disparition de Claire Lefebvre, l'intendant ?» Avala difficilement sa salive, et un sourire presque imperceptible s'épanouit sur ses lèvres. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait, monsieur Poirot. Il y a des choses qu'un homme doit protéger à tout prix. » Poirot se tourna vers les autres témoins présents dans la pièce. L'intendant se redressa, la tension palpable dans ses épaules. « Ce que vous ignorez, monsieur Poirot, c'est que le domaine a été frappé d'une malédiction. Le nom des Lefebvre est marqué par des dettes anciennes et des contrats secrets. Si Claire avait révélé tout ce qu'elle savait, il aurait été trop tard. » Poirot croisa les bras, le regard froid. « Cela n'explique pas la menace que vous avez fait peser sur elle, ni les manipulations dont vous êtes responsable. » Armand se tut un instant, observant le sol, comme s'il pesait ses paroles. « C'est la seule manière de protéger ceux que j'aime. Si Claire avait tout révélé, la ruine aurait été inévitable. Mais il semble que vous soyez bien plus rusé que je ne l'avais imaginé. » Poirot fit un pas en avant, son visage impassible. « Et vous pensiez que vous pouviez manipuler tout le monde, sans en subir les conséquences ?» Armand leva les yeux, un éclat de défi dans le regard. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela représente. Aucun d'entre vous ne pourrait comprendre les sacrifices nécessaires. Mais si vous êtes aussi perspicace que vous le prétendez, vous comprendrez bientôt pourquoi il fallait tout dissimuler. » Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers les autres, scrutant leur visage, l'air de ceux qui attendaient la moindre faille. « Eh bien, mes amis, il semble que cette histoire prenne une toute nouvelle tournure. Mais ne vous y trompez pas, il reste encore bien des choses à découvrir. » Il posa un regard perçant sur Armand. « Vous n'êtes pas aussi invincible que vous semblez le croire. Vous avez des alliés, mais le jeu va bientôt changer. » L'intendant se mordit la lèvre, son visage maintenant déformé par l'angoisse. « Vous croyez que vous pouvez me faire tomber ? Vous ne savez rien des liens que j'ai tissés ici. Personne ne me trahira. Jamais. » Poirot se tourna vers les autres, son ton plus posé, presque amical. « Il semble que la vérité ne soit jamais aussi simple qu'elle en a l'air, n'est-ce pas ? Mais, en toute chose, il existe une logique que même le plus rusé des hommes ne peut ignorer. » L'intendant baissa enfin la tête, réalisant que l'issue se rapprochait inéluctablement. Poirot, cependant, savait que ce n'était pas la fin du mystère. Ce qu'il venait de découvrir n'était que la surface d'un enchevêtrement de secrets et de manipulations bien plus profonds. L'atmosphère du manoir était devenue encore plus lourde. Le silence pesant qui s'était installé après l'interrogatoire d'Armand n'était brisé que par le crépitement des flammes dans l'âtre. Poirot, ses petites cellules grises en ébullition, savait qu'il n'était plus qu'à un pas de dévoiler toute l'étendue de la machination qui se tramait dans l'ombre de la famille Lefebvre. Hastings, qui observait silencieusement, s'approcha de son ami. « Poirot, vous semblez avoir une idée, n'est-ce pas ? Un plan qui se forme dans votre esprit. » Poirot se tourna vers lui, ses yeux pétillants d'une lueur malicieuse. « Mon ami, tout est question de logique. Ce que nous savons, c'est que M. Armand n'agissait pas seul, et que derrière lui, il y a des forces plus obscures à l'œuvre. » Il fit quelques pas vers le bureau de Claire, où il se pencha sur des papiers éparpillés. « Regardez ici, Hastings. Ces documents relatent des transactions secrètes, des signatures à peine visibles, et surtout, une mention récurrente d'un nom, Valmont. »« Valmont ?» répéta Hastings intrigué. « Un autre nom, une autre pièce du puzzle. »« Exactement, Hastings. Valmont semble être l'ombre derrière l'intendant. Mais qui est ce Valmont ? Un homme de l'ombre sans doute. Un allié,
un partenaire d'affaires peut-être. Mais en tout cas, un homme à la réputation soigneusement dissimulée. Poirot ferma les yeux un instant, méditant. Il est probable que ce Valmont soit lié à des affaires encore plus sombres. Mais avant de poursuivre, nous devons d'abord confirmer cette hypothèse. Hastings, bien qu'un peu perdu dans ses considérations, acquiesça. Que devons-nous faire maintenant? Poirot se leva brusquement, l'air concentré. Nous devons nous rendre à l'endroit où Valmont se cache. Je suis persuadé que ce n'est pas un simple homme d'affaires. Il joue un rôle central dans ce drame, et il est peut-être plus proche des Lefebvre qu'on ne l'imagine. Il fit un dernier tour dans la pièce, sa canne frappant le sol avec une précision presque rythmée. Préparez-vous, Hastings. Nous allons découvrir des secrets que certains préféreraient garder enfouis. Mais nous devons y aller sans tarder. Chaque instant perdu nous rapproche de nouvelles tragédies. Poirot s'arrêta un instant, observant les lieux avec une précision de chirurgien. Hastings, regardez cette porte, ces fenêtres. Ce manoir est soigneusement entretenu. Trop soigneusement. Il y a quelque chose ici, un indice, peut-être même une clé. Ils franchirent la porte d'entrée, et un domestique vieux, presque invisible dans sa démarche, les accueillit froidement. « Monsieur Valmont vous attend », dit-il d'un ton dénué d'émotion. « Suivez-moi. » Le cœur de Poirot battait à une vitesse étrange. Les petites cellules grises tournaient à plein régime. Ils traversèrent plusieurs couloirs sombres, jusqu'à une salle majestueuse, où un homme se tenait dans l'ombre, un verre de vin à la main. L'éclat de la lumière tamisée soulignait les traits durs et calculés de l'homme. C'était lui, Valmont. L'homme se leva en voyant Poirot entrer, son regard calculateur croisant celui du détective. « Ah, monsieur Poirot, je m'attendais à votre visite. Mais je pensais que vous arriveriez plus tard. Il semble que l'on sous-estime parfois les capacités des petites cellules grises. » Poirot sourit légèrement, sans une once de chaleur. « Monsieur Valmont, le plaisir est pour moi. Mais je vous en prie, expliquez-moi ce que vous faites dans ce domaine. Qu'est-ce que vous cherchez à cacher ?» L'homme rit doucement, presque moqueusement. « Vous ne comprenez donc pas, Poirot? Je ne cache rien. Mais je suis celui qui connaît toutes les réponses. Et vous? Vous êtes ici pour dénouer ce qui ne peut être dénoué. Mais le jeu a déjà commencé, et il n'est pas aussi simple qu'une affaire de meurtre ou de secret de famille. » Poirot se rapprocha de lui, ses yeux brillants de détermination. « Le jeu, monsieur, n'est jamais aussi simple que vous le croyez. Et à chaque jeu, il y a une fin. Votre fin approche, Valmont. » La salle où Poirot et Valmont se tenaient était imprégnée d'un silence oppressant. Les murs, décorés de tapisseries anciennes, semblaient témoigner de siècles de secrets enfouis. Le vin dans le verre de Valmont scintillait d'un rouge profond, mais ses yeux sombres et perçants brillaient d'une lumière plus glaciale. Poirot, sans se laisser troubler par la tension palpable, avança un peu plus près. « Vous êtes un homme de contrôle, monsieur Valmont, » dit-il d'un ton calme. « Tout ici, dans ce manoir, a été orchestré par vos mains, n'est-ce pas ?» Valmont sourit, un sourire froid et condescendant. « Vous croyez que vous avez découvert tous les secrets, Poirot, mais vous vous trompez. Ce que vous voyez ici n'est qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Et vous n'êtes qu'un petit acteur dans cette histoire. » Poirot se pencha légèrement en avant, son regard fixant l'homme avec une intensité glaciale. « Peut-être, mais même une petite pièce peut changer toute l'image d'un tableau. Vous parlez de contrôle, monsieur Valmont. Mais il y a toujours un moment où le contrôle échappe. » Valmont éclata de rire. Mais ce n'était pas un rire sincère. « Vous parlez de contrôle, mais vous ne savez rien des enjeux véritables. La famille Lefebvre, ils sont tous impliqués dans quelque chose de bien plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Claire n'était qu'une partie du plan, un pion sur l'échiquier, et même si vous croyez avoir résolu une partie de l'énigme,
Vous êtes loin de la vérité. Poirot, d'un calme implacable, se redressa. Alors, éclairez-moi, monsieur Valmont. Que cachez-vous exactement? Pourquoi cette manipulation, ce secret? Quel est le véritable enjeu? Valmont jeta son verre sur le sol, un éclat de verre se brisant dans le silence. Parce que le véritable héritage des Lefebvre ne réside pas dans ce manoir ou dans l'argent. C'est un secret vieux de plusieurs générations, un pouvoir que vous ne pouvez comprendre. Claire était sur le point de tout découvrir et il fallait l'arrêter avant qu'elle ne comprenne trop. Poirot fixa Valmont, analysant chaque mot, chaque geste. Il ne bougeait pas d'un pouce comme s'il absorbait lentement les informations. Et ce secret, vous êtes prêt à tuer pour le garder caché? Dites-moi, monsieur Valmont, pourquoi donc Claire était-elle une menace? Valmont se figea un instant, un éclair de panique traversant ses yeux. Puis il se ressaisit. Parce qu'elle savait que l'héritage des Lefebvre n'est pas seulement matériel. Il s'agit d'une malédiction qui a été transmise de génération en génération. Et ce pouvoir, il a été caché. Les héritiers, les véritables héritiers, devaient être protégés à tout prix. Claire était trop proche de la vérité. Elle aurait tout détruit. Poirot, maintenant plus déterminé que jamais, s'avança d'un pas. Donc tout ceci n'a été qu'une question de pouvoir. Vous avez manipulé, menti, tué simplement pour préserver une illusion de contrôle. Mais le véritable pouvoir, monsieur Valmont, n'est pas ce que vous croyez. Valmont leva les yeux vers lui, défiant, mais un frisson traversa son regard. Vous croyez que vous avez gagné, mais vous n'avez pas encore vu la fin du jeu, Poirot. Il y a encore des pièces à déplacer, des cartes à jouer. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est déjà en mouvement. Poirot se leva, son visage impassible, mais sa voix plus froide que jamais. Je ne cherche pas à gagner, monsieur Valmont. Je cherche à comprendre, et le temps des énigmes est révolu. Tout sera révélé, chaque piège, chaque mensonge, chaque trahison. Et vous, monsieur Valmont, vous allez devoir répondre pour vos actes. La pièce sembla se remplir de l'énergie d'une dernière confrontation. Valmont, toujours arrogant, se redressa, prêt à répondre, mais Poirot ne lui laissa pas le temps de parler. Je vous conseille de vous préparer, monsieur Valmont. Le jeu n'est pas terminé, mais il est sur le point de prendre fin. Et je suis bien placé pour en déterminer le dénouement. La nuit était tombée sur le manoir, et une brume légère enveloppait les jardins. Le silence semblait encore plus lourd maintenant que Poirot avait confronté Valmont. Mais malgré l'atmosphère oppressante, Poirot ne se laissait pas abattre. Les petites cellules grises fonctionnaient à plein régime. Il savait que chaque pièce du puzzle était sur le point de se mettre en place. Hastings, toujours à ses côtés, scrutait les environs avec une certaine nervosité. Poirot, qu'allons-nous faire maintenant? Ce Valmont semble plus dangereux que nous le pensions. Poirot tourna la tête et répondit calmement. Hastings, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais avant de pouvoir fermer cette affaire, il nous reste à découvrir ce qui lie véritablement Claire à l'héritage des Lefebvre. Ils se dirigeaient vers les chambres secrètes du manoir, où Valmont, toujours sous tension, avait été amené après leur confrontation. Les couloirs sombres semblaient encore plus menaçants à chaque pas qu'il faisait. Poirot s'arrêta devant une porte discrète, presque invisible au fond d'un couloir poussiéreux. Il toucha doucement le bois de la porte, puis la tourna, avec précaution. À l'intérieur, des archives anciennes s'étendaient sur plusieurs étagères. Les papiers, soigneusement empilés, semblaient renfermer l'histoire de la famille Lefebvre, mais il y avait aussi des lettres, des journaux intimes et des documents cryptés. Poirot s'avança, ses yeux se posant sur un coffre fermé à clé, posé sur une table ancienne. Il se tourna vers Hastings. C'est ici que tout a commencé. Le secret que Valmont a tenté de protéger,
se trouve dans ce coffre. Nous devons l'ouvrir. » Hastings s'approcha, une clé en main qu'il avait trouvée dans les affaires de Valmont un peu plus tôt. Il inséra la clé dans la serrure, et le coffre s'ouvrit dans un grincement inquiétant. À l'intérieur, une vieille boîte en bois, sculptée de motifs délicats, se trouvait soigneusement enveloppée dans un tissu usé. Poirot leva la boîte, la tenant avec une précaution absolue, comme si elle contenait non seulement un secret, mais aussi un destin tout entier. « Voilà, Hastings, ce que nous recherchions. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille. C'est un héritage. Et cet héritage, je le sens, porte une malédiction. » Il ouvrit la boîte avec une lenteur presque cérémonieuse. À l'intérieur, plusieurs objets précieux étaient entassés. Des lettres d'amour anciennes, des portraits effacés par le temps, mais aussi un médaillon étrange en forme de serpent, dont les yeux brillaient d'un éclat presque surnaturel. Hastings s'approcha du médaillon, le regard curieux. « C'est quoi, Poirot? Un simple bijou ?» Poirot secoua la tête, ses yeux fixant le serpent d'un regard pénétrant. « Non, Hastings, ce n'est pas un simple bijou. C'est le symbole de la malédiction des Lefebvre. Il représente un pacte fait il y a plusieurs siècles. Un pacte qui lie la famille à un pouvoir qu'il n'aurait jamais dû invoquer. Claire, elle, en savait bien plus qu'elle ne l'avouait. » Hastings observa le médaillon en silence. Il ne comprenait pas encore toute l'ampleur de ce qu'il voyait, mais l'intensité du regard de Poirot suffisait à lui faire comprendre que la vérité était bien plus complexe qu'il n'aurait pu l'imaginer. Poirot, souriant légèrement, se tourna vers son ami. « Ce médaillon a été transmis de génération en génération. À chaque héritier, il apportait une grande richesse, mais aussi une malédiction, un prix à payer. Ceux qui ont tenté de briser le cycle sont morts, dans des circonstances mystérieuses. Claire en était la dernière détentrice et elle a échappé à sa destinée en cachant ce secret. » Hastings regarda Poirot, abasourdi. Mais pourquoi Claire aurait-elle voulu cacher cela? Elle savait ce que cela représentait. Pourquoi s'être aussi éloignée de cette vérité? Poirot se tourna lentement vers la fenêtre, regardant la brume qui enveloppait le jardin. Claire a été poussée à découvrir ce secret, mais elle ne voulait pas en être l'héritière. Elle a essayé de briser la malédiction en le cachant, mais la famille, et surtout Valmont, ne pouvaient accepter cela. Pour eux, le pouvoir était plus important que la vie humaine. Un éclair de compréhension traversa l'esprit de Hastings. « Vous pensez donc que Valmont et l'intendant ont été prêts à tout pour récupérer ce médaillon et ce pouvoir ?» Poirot acquiesça. « Exactement. Et tout ceci est lié à la mort d'un ancêtre, un homme qui, autrefois, avait tenté de renverser cette malédiction et qui avait disparu. Le sacrifice de Claire était la dernière chance pour briser ce cycle. Mais certains sont prêts à tout pour éviter que cette vérité ne soit dévoilée. » Le vent soufflait fortement à travers les fenêtres ouvertes du manoir, portant avec lui un parfum étrange, presque de terre humide, comme si le temps lui-même essayait de revendiquer les secrets enfouis dans les pierres anciennes. Poirot se tenait devant le portrait de l'ancêtre des Lefebvre. Un homme dont le visage, marqué par le temps et la douleur, semblait observer chaque mouvement. Hastings, de l'autre côté de la pièce, semblait nerveux, son regard oscillant entre Poirot et les objets disposés sur la table. « Poirot, vous êtes sûr que tout ça va se terminer ainsi? Valmont a menacé de nous anéantir si nous continuons à chercher. N'avons-nous pas trop poussé la machine ?» Poirot, toujours calme et méthodique, tourna lentement la tête. « Vous vous souciez de Valmont, Hastings? Il est déjà trop tard pour lui. C'est nous qui avons été poussés dans ce piège depuis le début. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que son propre jeu est celui d'un homme qui ne veut pas admettre la vérité de ses actes. » Poirot s'approcha du portrait et en toucha délicatement le cadre, ses yeux perçant l'image du passé. « Cet homme ici, celui que nous avons oublié,
Il est l'origine de tout. Sa folie a nourri la malédiction. Mais en cherchant à sauver l'héritage des Lefebvre, Claire et vous avez révélé quelque chose de plus grand encore. Une vérité qui va bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Hastings fronça les sourcils. Une vérité plus grande? Vous voulez dire que la malédiction ne se termine pas avec Claire? Poirot hocha lentement la tête. Non. Ce n'est pas seulement un secret de famille. C'est une histoire de pouvoir. Un pacte fait entre le dernier Lefebvre et une force que personne ne contrôle. Le véritable héritier n'est pas ce que nous avons imaginé. Hastings se tourna vers la table, où le médaillon reposait désormais. Mais qui, Poirot? Qui est ce dernier héritier? Poirot se détourna du portrait et fixa ses yeux sur Hastings. Le véritable héritier, c'est Valmont, lui-même. L'air sembla se couper autour de lui. Hastings se figea, son visage empreint de confusion. Mais Valmont n'était pas dans la famille, Poirot. Il n'a rien à voir avec ce secret, n'est-ce pas? Poirot secoua doucement la tête. Non, Hastings. Il est le fruit d'une liaison secrète, un descendant illégitime de la famille Lefebvre. Son père, un frère cadet, a disparu sans laisser de traces après avoir échoué dans sa tentative de briser la malédiction. Valmont a grandi dans l'ombre de cette vérité, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il porte en lui une part du pouvoir, et qu'il a été manipulé tout au long de sa vie. Le mystère se dissipait peu à peu dans l'air, comme une brume qui se levait, révélant un paysage bien plus complexe et dangereux. Ce médaillon, Hastings, il n'a pas été donné par hasard. C'est un symbole, un marqueur de celui qui porte la malédiction, celui qui doit restaurer l'équilibre en brisant le cycle. Et c'est Valmont qui porte ce fardeau. Il est l'héritier sans le savoir, et en cherchant à posséder le pouvoir, il l'a déjà condamné. Hastings était stupéfait. Mais pourquoi a-t-il voulu tuer Claire? Pourquoi tout ce carnage? Poirot tourna le regard vers la fenêtre, ses yeux se perdant dans les ombres. Parce que Claire était la seule à pouvoir briser cette malédiction, Hastings. En la tuant, Valmont pensait effacer cette possibilité, croyant que cela préserverait sa position. Mais il s'est trompé. Le destin ne peut pas être manipulé aussi facilement. Poirot se tourna vers l'armoire, ouvrit un tiroir secret et en sortit une lettre jaunie, soigneusement pliée. Cette lettre, Hastings, elle a été écrite par l'ancêtre des Lefebvre, celui qui a échoué à briser le pacte. C'est dans ces mots que réside la clé pour comprendre ce qui se passe. Claire l'a trouvée avant de mourir. Elle savait que Valmont était l'héritier et qu'il serait le seul à pouvoir décider de l'avenir de la famille. Hastings prit la lettre, mais avant qu'il ne puisse la lire, un cri lointain se fit entendre, brisant le silence du manoir. Poirot, sans se départir de son calme habituel, se précipita vers la fenêtre, observant les jardins dans la nuit noire. Il est trop tard, Hastings. Valmont a pris sa décision. Il nous reste maintenant à l'arrêter avant qu'il ne fasse une dernière erreur fatale. Ils se précipitèrent vers la sortie, la course contre le temps devenant de plus en plus évidente. Le destin de la famille Lefebvre, de Claire et même de Valmont était sur le point d'atteindre un point de non-retour. La dernière pièce du puzzle était en place, mais il restait encore un mystère à résoudre. Qui serait prêt à payer le prix de la vérité ultime? Le manoir, plongé dans l'obscurité de la nuit, semblait figé dans le temps. Les murs, chargés de secrets et de souffrances passées, restaient silencieux, témoins d'événements qui étaient sur le point de se terminer. Poirot et Hastings se tenaient dans le hall d'entrée, observant les derniers signes du drame qui allait se jouer. « Nous devons aller dans la bibliothèque, Hastings », dit Poirot d'un ton ferme. « C'est là que tout se jouera. »
Hastings acquiesça d'un signe de tête, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout ceci valait encore la peine. La vérité était là, à portée de main, mais le prix à payer était élevé. Cependant, la détermination de Poirot ne laissait place à aucun doute. Ils traversèrent les couloirs sombres et atteignirent la grande porte de la bibliothèque. À l'intérieur, Valmont attendait, seul, un air sombre sur le visage. Il les avait vus entrer, mais il ne bougea pas, comme s'il savait que l'heure de la confrontation était venue. Poirot s'arrêta juste devant lui et d'une voix calme mais assurée, il s'adressa à lui. « Vous vous êtes battu toute votre vie pour un héritage qui n'était pas le vôtre, monsieur Valmont. Vous avez tué, manipulé et joué avec la vérité, mais il est trop tard. Vous ne pouvez plus échapper à votre destinée. » Valmont tourna lentement la tête vers Poirot, un rictus cruel se dessinant sur ses lèvres. « Vous vous trompez, Poirot. Vous croyez avoir tout compris, mais vous ignorez encore tout du véritable pouvoir. Ce médaillon, ce secret, il n'est pas simplement une malédiction, c'est la clé de quelque chose de bien plus grand. » Poirot se rapprocha, son regard implacable. « Non, monsieur Valmont, ce n'est pas un pouvoir, c'est une malédiction que vous n'avez jamais pu briser, et qui vous a finalement conduit à votre propre perte. Le pouvoir que vous recherchez ne vous appartient pas. » Le silence s'installa dans la pièce alors que les derniers mots de Poirot résonnaient. Valmont, pris de panique, chercha à se défendre. « Vous ne comprenez pas. Claire aurait pu être la clé. Elle aurait pu... Vous auriez dû comprendre, » interrompit Poirot d'une voix ferme. Claire savait qu'elle ne pouvait pas briser la malédiction. Et vous non plus. C'est un fardeau que vous portez tous, et il vous détruira si vous continuez à chercher cette vérité. Poirot se tourna vers Hastings qui observait la scène avec une tension palpable. « Hastings, vous vous rappelez la lettre que nous avons trouvée, celle écrite par l'ancêtre des Lefebvre. C'est dans ces mots que réside la véritable solution. Claire, malgré tout, a tenté de détruire ce fardeau, et c'est à vous, Valmont, de faire face à vos actes. » Valmont sembla hésiter un instant comme s'il cherchait une échappatoire, mais il savait au fond de lui que tout était fini. Son regard se tourna vers le médaillon, posé sur la table, l'ultime symbole de son pouvoir. Mais dans les yeux de Poirot, il n'y avait plus de pitié, seulement la vérité inéluctable. Valmont s'effondra sur une chaise, épuisé par le poids de sa propre culpabilité. Poirot se tourna vers la fenêtre, observant les premières lueurs de l'aube. « La vérité, monsieur Valmont, est que personne ne peut échapper à son destin, surtout pas quand il est aussi lourd que le vôtre. Vous n'êtes plus qu'un homme perdu dans les ombres de votre propre histoire. » Hastings s'approcha alors de Poirot et d'un air grave, il posa une question qui hantait l'esprit de chacun. « Et maintenant, Poirot, que va-t-il advenir? De lui ?» Poirot le regarda longuement, puis d'un ton solennel répondit « Il devra affronter les conséquences de ses actes, tout comme ceux qui sont venus avant lui. Mais l'histoire des Lefebvre ne se termine pas ici. Elle est marquée par des erreurs que personne ne peut effacer. À présent, il doit choisir. Accepter sa vérité ou s'enfoncer dans le déni. Dans les deux cas, il sera seul avec lui-même. » Valmont, les yeux fixés sur le sol, semblait déjà avoir fait son choix. Il n'y avait plus de place pour les illusions, et le fardeau de la vérité était désormais trop lourd à porter. Les petites cellules grises de Poirot avaient tout déduit. Chaque pièce du puzzle s'était mise en place, et la malédiction des Lefebvre était enfin brisée. Poirot se tourna une dernière fois vers Hastings et fit un geste presque imperceptible. « Il est temps de partir, Hastings. Nous avons résolu l'énigme, mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Le monde continue, et de nouveaux mystères surgiront. Mais celui-ci, celui des Lefebvre, est enfin clos. » Ils quittèrent la bibliothèque, laissant derrière eux Valmont, qui restait figé, perdu dans ses pensées. La vérité était désormais hors de portée. Ils avaient fait leur travail. Et pour Poirot, l'affaire était définitivement terminée.